Smart et réglo autour de l'obligation de loyauté. Bonjour Patricia Gomez-Talimi, ravie de vous retrouver. Vous êtes avocate associée en droit social au sein du cabinet PDGB, j'ai tout bon je crois. La loyauté, quand j'ai lu ce sujet, loyauté ça me faisait penser à fidélité. Alors, est-ce que j'ai tort? Vous n'avez pas tout à fait tort. C'est autre chose, mais c'est également la fidélité. En fait, je vais vous donner une citation qui résume bien la notion. On peut dire que la loyauté est un bien sacré au cœur de l'humain. C'est-à-dire que l'entreprise, finalement, rapporte en son sein un principe qui devrait exister dans l'ensemble de nos sociétés contemporaines. Il y a une connotation très morale, en fait, derrière la loyauté. Alors, c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Alors, certes morale, mais également ancrée dans le code. Alors, aussi bien le code civil que le code du travail. Donc, dans le code civil, vous avez un principe général qui est édicté par l'article 1134, alinéa 3, à savoir, le contrat doit être exécuté de bonne foi. Donc le contrat, aussi bien le contrat de travail que l'ensemble des contrats qui existent, absolument. Mais également dans le code du travail même, puisque le législateur a souhaité marquer noir sur blanc que dans un article qui est l'article 1222-1, à savoir la loyauté doit présider l'exécution et la cessation, mais également l'après-cessation des relations contractuelles salariées. L'exécution de bonne foi, qu'est-ce qu'elle sous-entend, la bonne foi? Alors, la bonne foi doit d'abord être réciproque. C'est-à-dire que l'on pense intuitivement au fait que le salarié doit être de bonne foi. Et effectivement, il y a énormément de jurisprudence sur le sujet. Donc, c'est le fait finalement de ne pas faire à son employeur ou des actes ou de réaliser des omissions qui peuvent lui porter préjudice. Donc, la bonne foi pendant le contrat de travail, en d'autres termes, vous ne devez pas voler, par exemple, vous ne devez pas travailler avec la concurrence pendant que vous exécutez votre contrat de travail. Mais ce qui est intéressant, c'est également lorsque le contrat est suspendu. Donc, c'est-à-dire congé, mais maladie aussi. Congé maladie. Congé sabbatique. Et donc, on a de la jurisprudence intéressante où vous avez, par exemple, un mécanicien qui est en arrêt maladie pour son employeur, mais qui fait quand même réparer sa voiture grâce à un collègue de travail, d'ailleurs, au demeurant, qui lui était en activité, et ils ont réparé ensemble, alors qu'il était censé être en arrêt maladie, le dit véhicule. Donc ça, c'est une infraction. C'est un manquement. Après, vous avez des jurisprudences qui sont plus tolérantes. Par exemple, votre conjoint a un bar. Vous-même, vous êtes en arrêt maladie. Si vous aidez votre conjoint dans un cadre bénévole derrière le bar, eh ben dans ce cas-là, on considérera qu'il n'y a pas infraction à la loyauté. Mais si je ne travaille pas par ailleurs dans un bar, ou si j'ai une toute autre activité. Si vous travaillez ponctuellement et de manière bénévole, pendant votre congé, par exemple votre congé payé, vous ne serez pas en infraction. Là où il y a infraction, c'est lorsque finalement il y a une intention du salarié de frauder, exactement, une intention de frauder. Et une intention de nuire à son employeur et que cela cause également un trouble par rapport au bon fonctionnement de l'entreprise. Alors, c'est important parce que naturellement, vous avez la notion de vie privée qui va se télescoper lorsque vous êtes en suspension du contrat de travail avec la notion de loyauté. Ce que vous devez garder en mémoire, c'est qu'il y a souvent un équilibre des intérêts en présence qui doit se réaliser. Voilà. Donc l'équilibre, on le voit dans des jurisprudences par rapport à la vie privée et par rapport aux entreprises dites confessionnelles. Alors je vous donne un exemple. Vous avez une école privée, catholique ou musulmane ou juive, peu importe, dont l'un des enseignants, à un moment donné, va prendre dans sa vie privée des positions qui sont différentes. Je ne dis pas forcément hostiles d'ailleurs, mais qui sont différentes de celles de son employeur. Par exemple, un enseignant... Qui a quand même une portée un peu
public. Oui, mais exactement, c'est la notion par exemple, les réseaux sociaux. C'est ça. Donc, il va prendre, par exemple, bon, ça a été de la jurisprudence, un enseignant catholique qui va prendre position, par exemple, pour le divorce. Ou qui va prendre position pour telle et telle pratique ou telle et telle conviction qui n'est pas forcément en adéquation avec celle de l'Église confessionnelle. Là, il peut y avoir sanction, voire licenciement, en raison de la notion d'infraction au principe de loyauté. Mais on ne passe pas forcément devant un tribunal, ça se passe en interne. Ça se passe en interne, sauf que si le salarié, à un moment donné, conteste le licenciement dont il aura fait l'objet ou la sanction disciplinaire, il peut parfaitement saisir le Conseil de prud'homme en invoquant, par exemple, sa liberté d'expression. Mais il n'est pas sûr, loin de là, de gagner. J'ai une question, vous nous disiez que l'obligation de loyauté, elle était inhérente à n'importe quel contrat. Elle ne figure pas forcément dans notre contrat de travail. Dès lors, comment expliquer qu'on puisse voir des clauses de non-concurrence, de discrétion ? Ça fait partie de la loyauté. Oui, absolument. Alors, pourquoi on se sent obligé peut-être d'inscrire une clause noir sur blanc relative à la discrétion, à la concurrence, à l'exclusivité peut-être ? Parce que les choses vont beaucoup mieux en les disant et là en les écrivant. Donc déjà, par essence, vous trouverez des clauses assez approfondies dans les contrats de travail de cadre. Parce que le cadre est présumé être tenu à une obligation de loyauté dite renforcée. Donc l'obligation de loyauté, elle s'applique à tous les salariés. Et à tous les contrats de travail. Et à tous les contrats de travail, mais on peut avoir une obligation renforcée dès lors qu'on a un poste un peu plus important, peut-être plus de représentation aussi. Oui, un poste plus sensible. Plus sensible. Voilà, non, vous avez parlé de la non-concurrence. Donc la non-concurrence se présume pendant l'exécution du contrat de travail. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas mentionné dans votre contrat de travail, quel que soit le niveau hiérarchique, que vous ne devez pas porter concurrence à votre employeur, si vous le faites, vous serez en infraction. En revanche, elle ne se présume pas après la cessation du contrat de travail. Et les obligations contractuelles de non-concurrence post-cessation du contrat de travail doivent forcément être écrites. C'est-à-dire qu'on peut faire courir cette obligation au-delà. Ouais. Au-delà du contrat, au-delà de la fin du contrat de travail. Qu'est-ce qui va le justifier ? Les intérêts légitimes de l'employeur. Le fait que le salarié, à un moment donné, a eu, par exemple, accès à des informations extrêmement confidentielles qui relèvent ou pas du secret professionnel. Le fait que, fondamentalement, le salarié... Alors, l'obligation de non-concurrence, je vous rassure, doit être limitée dans le temps. Donc, vous ne pouvez pas, ad vitam aeternam, parce que vous avez travaillé, par exemple, chez Bismart, il ne pourra pas vous être interdit d'aller travailler sur une autre chaîne, service public ou service privé. En revanche, elle doit également être rémunérée, la clause de non-concurrence. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui font que la non-concurrence est souvent post-contractuelle et souvent écrite. Mais j'attire votre attention sur que quand bien même cela ne serait pas écrit, le salarié démissionnaire ou licencié ne doit pas se sentir délié de toute obligation de loyauté. Je vous explique, il existe une notion de concurrence dite déloyale. Oui. Qui relève non pas du droit du travail, mais du droit des affaires, du droit commercial. Donc, si postérieurement à la fin de votre contrat de travail, alors même que vous n'avez pas de clause, vous appelez, vous faites de la retape auprès de vos anciens, enfin des clients de votre ancien employeur, vous proposez des tarifs extrêmement bas en disant, moi je connais les grilles tarifaires, je vous fais 10-15% en moins. Là, vous pouvez effectivement être alpagué et être poursuivi sur ce fondement de loyauté. Avant de nous quitter, Patricia Gomez-Talimi, quels sont les risques encourus par un salarié qui serait déloyal ? Alors, les risques sont importants, puisque c'est quand même l'emploi, il joue son emploi. Mais puisqu'on en termine, ce que je souhaite également dire, c'est que l'employeur
a également une obligation de loyauté. Réciproque. Et effectivement, c'est une obligation réciproque. Par exemple... Là, on va plus être sur des sujets de vie privée, j'imagine, de surveillance peut-être. Alors, vous avez parfaitement raison, parce qu'effectivement, lorsqu'il y met en place des procédés de surveillance dans l'entreprise, au nom de son obligation de loyauté, il est soumis à un certain nombre de formalités. Et si l'employeur, par exemple, couvre ou agit en termes de harcèlement moral, harcèlement sexuel, bref, ou ne paye pas le salaire, le salarié pourra le poursuivre en disant infraction à l'obligation de loyauté. Et je peux vous poursuivre en, par exemple, résiliation judiciaire du contrat de travail qui produit exactement les mêmes effets que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, donc avec une addition qui peut être considérable pour l'employeur. Point sensible donc, Patricia Gomez-Talmy, merci beaucoup. Je vous remercie. Vous êtes, je le rappelle, avocate associée en droit social au sein du cabinet PDGB. Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure de la pause café. La crise, on le sait, a bouleversé notre rapport au travail. Entre télétravail et retour au bureau, comment les entreprises ont-elles fait pour maintenir leurs équipes motivées? Grande question. Sybille Aoudjan a mené l'enquête. C'est ce que nous allons voir tout de suite.